Hello tout le monde, c'est Super Green. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, place aux femmes, je vais revenir sur plusieurs films mettant en scène des personnages féminins forts, la plupart du temps associés à une réalisatrice, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, spécial Girl Power. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui pour cette spéciale Girl Power, je vais revenir sur plusieurs films actuellement à l'affiche et également disponibles sur Netflix sur le thème des femmes. Aujourd'hui, ça va être donc ce sujet que j'ai choisi, puisqu'au vu de tous les films à rattraper en ce moment, vu que voilà, les salles réouvrent, il y a beaucoup de films à voir. Et puis, tout simplement, voilà, vu que le délai de publication de mes vidéos est passé de 1 à 2 semaines, voilà, je me suis dit que c'était pas mal aussi de regrouper plusieurs films, de trouver un thème commun. Et comme ça me permettait justement de vous parler de plusieurs films aujourd'hui. Et je commence tout de suite avec Slalom, réalisé par Charlène Favier, dont c'est le premier long métrage. Avec Noé Habitat, que vous avez sans doute vu dans Ava, voilà, j'en avais parlé sur ma chaîne, donc vous pouvez retrouver ma critique de Ava, donc de Léa Misius, pardon, qui était diffusée sur Arte il y a quelques mois, donc voilà, j'avais eu un coup de cœur pour cette actrice, et donc c'est vrai qu'en plein confinement, quand j'ai vu les affiches de Slalom, j'étais très intrigué par ce film. Voilà, donc finalement, enfin, il est sorti. Donc l'histoire de Lise, 15 ans, qui donc intègre une école de ski, dont l'entraîneur, interprété par Jérémy Régnier, est un petit peu sévère, on peut dire, très strict, voire odieux, mais qui obtient très vite des résultats, puisque son but, évidemment, c'est d'en faire des champions, clairement. Alors au début, justement, donc cet entraîneur va pousser à bout Lise, qui, au début, va être vraiment peinée, justement, de ne pas arriver à progresser, etc. Et puis, au fur et à mesure, il va vraiment la pousser, il va obtenir des résultats, et Lise va finalement devenir l'élève chouchou, clairement, de cet entraîneur, qui va finir par, lui aussi s'attacher un peu trop, on va dire, à son élève, voire, c'est un petit peu curieux, mais voilà, il va clairement dévier, voilà, donc ça va finir en agression sexuelle, voilà, donc imaginez un petit peu le tableau, donc vraiment... voilà, cette fille un peu traumatisée, en même temps, qui à la fois doit être une bête de course, et en même temps, voilà, succomber vraiment au désir, voilà, de son entraîneur. Donc voilà, une relation toxique, clairement. D'ailleurs, Charlène Favier, j'aime beaucoup parce que sur certains plans, en fait, elle montre très bien le danger avec des filtres rouges, enfin en tout cas une lumière, une sorte de halo rouge qui est dirigé justement vers son actrice. C'est le cas sur l'affiche, vous voyez. Mais ça, j'ai trouvé ça très malin. Voilà, donc cette piste rouge vertigineuse, comme j'aime beaucoup décrire ce film vraiment avec cette phrase, c'est ça, c'est-à-dire que on a cet univers du ski, en même temps, donc cet entraîneur essaye de façonner un peu vraiment sa muse, son athlète, vraiment à sa façon. Voilà, et donc finalement, Lise est réduite à l'état de chose, vraiment, donc c'est ça qui est très dangereux, très toxique pour leur relation. D'autant qu'elle est mineure, alors vous imaginez, évidemment, agression sexuelle, viol, etc. sur mineur, enfin voilà, abominable. Mais Charlène Favier a tout de même l'intelligence de montrer en fait un peu toutes les problématiques, que ce soit du côté de cet entraîneur et du côté de cette fille, dont la mère d'ailleurs est assez absente, juste par coup de fil, elle se demande si tout va bien, etc. C'est vrai qu'elle l'aide financièrement finalement pour pouvoir intégrer son école de ski, mais... Voilà, c'est vrai qu'il y a un peu l'absence de la mère. Alors après, c'est vrai que, voilà, comme vous le savez, j'ai fait voilà, toute une étude sur les teen movies. Ça peut aussi expliquer certains troubles chez cette fille aussi, qui se laisse un peu avoir aussi, mais d'un autre côté, c'est une adolescente, donc il y a aussi l'emprise de l'adulte, l'adulte qui est responsable et qui, là, pour le coup, dévie totalement. Donc voilà, une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie, un scandale dans le milieu du patinage artistique, pardon. Dans le milieu du ski. Je sais pas si c'est un lapsus, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres histoires dans le patinage. En tout cas, là, il s'agit du ski. Voilà, donc écoutez, pour moi, c'est un oui sur ce film. Alors je sais que voilà, j'ai vu pas mal de critiques circuler, comme quoi voilà, il y en a qui s'insurgent un peu contre, voilà, contre le fait que ce soit un petit peu elliptique par passage. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, le film le film ne traite pas totalement son sujet parce qu'il a tendance à pas trop creuser sur l'aspect viol, agression, etc.
Honnêtement, je trouve que le film a l'intelligence de montrer justement le danger, etc. et de montrer au niveau psychologique vraiment ce que cette fille ressent, quoi. On n'a pas besoin vraiment qu'on surligne le propos, et je trouve que justement c'est très très bien fait. Alors peut-être que parfois le montage, notamment sur les scènes justement de ski, hein, vraiment quand on est dans la compétition, peut-être que là effectivement c'est un petit peu cuté trop tôt. On aurait peut-être, voilà, peut-être que Léa Mysius, pardon, peut-être que Charlène Favier, excusez-moi, voilà, aurait pu peut-être un petit peu trouver, je sais pas, des idées de mise en scène un petit peu plus originales pour les scènes à ski. Mais bon, globalement, c'est quand même assez bien filmé. On sent que ce corps, en fait, est quand même voilà, mis à l'épreuve, hein, que ce soit dans le sport ou, voilà, ou comme vous le savez. Donc vraiment, voilà, le corps de l'adolescent, en fait, est mis à rude épreuve. Donc ça, c'est très bien fait à ce niveau-là. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment d'aller plus loin. Je pense que le film, justement, a l'intelligence de laisser aussi une part de réflexion. Et il y a surtout dans la mise en scène des moments de gênance, hein, des moments malaisants qui font qu'on comprend tout seul ce qui se passe et quels sont en fait les enjeux, etc., les problématiques. Notamment quand l'entraîneur, voilà, va finir par rencontrer la mère de la fille, etc. Alors imaginez, alors qu'il lui a fait subir des trucs, je n'en dis pas plus. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à quel point quand même le film est réussi, hein, vraiment, moi je trouve que justement Charlène Favier a eu une intelligence dans l'écriture qui fait que... alors elle a été aidée bien sûr de deux autres scénaristes, mais en tout cas dans sa mise en scène, on comprend clairement ce qu'elle veut dire, hein, montrer les problématiques voilà, des deux côtés, hein, du personnage féminin, du personnage masculin, vraiment de montrer les deux. Donc on est vraiment dans la psychologie de ces personnages, et ça c'est assez bien rendu. Voilà, alors, voilà, je vais pas crier au chef-d'œuvre non plus, parce que c'est vrai que ça aurait pu être peut-être un petit peu plus virtuose quand même, c'est-à-dire que le film c'est un très bon film, voilà, alors, voilà, je n'irai pas plus loin, hein, vraiment, voilà, ça va vous rester, voilà, je pense que c'est un film qui reste, il y a des séquences en fait qui sont assez marquantes, donc forcément vous les retenez, parce que c'est ça en fait, hein, tout simplement, hein, un film qui est plus qu'un bon film, c'est un film dont on retient des scènes marquantes, je trouve que la plupart du temps c'est ça qui fait la différence, donc on peut dire que le film s'en tire plutôt bien à ce niveau-là. Donc écoutez, pour moi c'est un grand oui, donc n'hésitez pas à voir Slalom au cinéma. Je passe maintenant au deuxième film, Promising Young Woman d'Emerald Fennell, à qui l'on doit la série Killing Eve. Elle a réalisé la plupart des épisodes de cette série. Et ensuite, donc, il s'agit de son premier long métrage dont je vais parler aujourd'hui, premier film de cinéma également, pour Emerald Fennell, avec Carey Mulligan, que vous connaissez pour Drive, pour Shame, et plus récemment dans Les Suffragettes, voilà. Là, il s'agit d'un vrai premier rôle marquant, vraiment, je tiens à le souligner, le rôle de Cassie, une jeune femme trentenaire qui vit chez ses parents et qui est un petit peu perturbée. Elle est, voilà, elle a un esprit très, voilà, elle est dans une vengeance permanente en fait dans sa tête. Elle cherche à venger en fait la mort, hein, la disparition de son amie Nina qui a été agressée sexuellement, hein, voilà, donc par une bande de type, hein, lors d'une soirée, donc c'est vrai que c'est assez abominable, et donc elle va tenter, hein, voilà, elle va mettre toute son énergie donc dans cette vengeance. Donc on a une introduction justement qui vous montre un peu les hommes comme ça, comme un peu des prédateurs nocturnes, hein, vraiment dans ces boîtes de nuit comme ça, avec évidemment des plans filmés en dessous de la ceinture, hein, pour bien montrer un petit peu, voilà, pour accentuer sur ce côté où la boîte de nuit est un peu un repère de type qui cherche qu'à coucher, voilà, donc on découvre le personnage à ce moment-là, hein, vraiment, qui est, voilà, à chaque fois, qui est ivre, en fait, hein, vraiment, cette Cassie va devenir ivre à chaque fois, hein, c'est un peu le côté redondant de son processus, elle vit de ça, en fait, de boîte de nuit, elle attire les hommes un peu comme une veuve noire, en fait, hein, elle attire ces hommes comme ça, et puis finalement, une fois arrivés chez eux, et ben, elle leur dit « qu'est-ce que tu fais ?» parce qu'ils ont tendance à déraper, et parce qu'ils ont envie de profiter du fait, hein, c'est vraiment terrible, mais profiter du fait que la fille est ivre pour essayer quelque chose, tenter leur coup. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu limite. Donc du coup, voilà, ils veulent coucher avec elle, et donc, devant le fait accompli, voilà, les types sont... voilà, elle leur révèle un peu leur vrai visage d'un seul coup, donc voilà, vraiment, elle est assez... ce personnage est génial, parce que justement, elle a ce côté terrifiant comme ça, et on voit le type comme ça, qui est complètement désarmé. Donc voilà, c'est assez culotté comme film, parce que...
Voilà, ça va flirter avec tous les codes du genre. En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est que, en fait, vous avez une espèce de... Par moment, en fait, vous êtes dans un film comme ça, un peu années 80, avec le style années 80, le style comédie romantique, le style tout ça, et d'un seul coup, c'est cassé. Voilà, par des situations terribles, par de la violence, qui est pas forcément visible d'ailleurs, parce que c'est pas très gore en fait, c'est simplement le parcours initiatique en fait de cette jeune femme en fait qui va être puissant et qui va être limite, c'est ça qui va être le plus choquant finalement, c'est vraiment son processus hein, pour accéder justement à la vengeance, donc c'est assez fort parce que justement, voilà. Alors le seul truc, c'est que forcément les types, voilà, les personnages masculins sont tous antipathiques dans ce film, donc voilà, c'est un peu dramatique, c'est un peu pessimiste comme film parce que c'est vrai que voilà, tous les types sont mauvais, hein, clairement, et même quand on croit que voilà, que le gentil, le romantique finalement arrive, et ben même lui, même ce personnage-là. Et ben voilà, a aussi des casseroles, donc voilà, donc c'est compliqué, c'est vraiment, voilà, ça montre que voilà, cette femme n'est pas aidée non plus, parce que elle va vers des personnes qui sont pas les bonnes, et en même temps elle attire aussi des personnes qui sont pas les bonnes, donc voilà, elle arrive jamais à s'en sortir finalement, et d'un autre côté, elle a laissé tomber sa scolarité aussi, parce que voilà, perturbée donc par la disparition de son amie, donc elle va creuser, elle va aller voir la doyenne de l'université. Voilà, donc il y a tout un processus, après avoir l'avocat, donc de ce fameux Al Monroe, hein, qui est responsable des agressions sur Nina, interprété d'ailleurs par Alfred Molina, hein, je tiens à préciser, parce que c'est vraiment incroyable de voir un casting comme ça de film hollywoodien, Alfred Molina, hein, qui est le Docteur Octopus de Spider-Man 2, hein, vous voyez, c'est incroyable, et qui se retrouve dans ce film, et donc il était prêt à tout donc pour faire taire Nina, hein, voilà, elle voulait l'empêcher vraiment de continuer ses plaintes, ses accusations envers Al Monroe. Donc voilà, tout le monde était un peu dans le coup hein, pour protéger Al Monroe, donc voilà, donc elle finalement, cette Cassie va tout faire pour venger son amie, hein, voilà, et elle ne pense qu'à ça, donc finalement sa propre existence est mise en stand-by, quoi, donc finalement elle-même n'arrive pas vraiment à s'accomplir, mais elle s'accomplit uniquement dans la vengeance, hein, c'est tout ce qui lui reste, venger son amie, parce qu'elle aussi finalement elle a subi un traumatisme hein, de cette disparition. Donc voilà, et puis voilà, d'une manière plus générale, elle venge aussi toutes les femmes victimes d'agressions, hein, donc vraiment à ce niveau-là, voilà, ça va être un personnage, c'est presque une super-héroïne, hein, j'ai envie de dire, vous voyez à côté Harley Quinn, j'ai envie de dire, c'est du pitcha, quoi, je veux dire, elle est vraiment, est vraiment dingue, quoi. Alors voilà, je sais pas si ça va faire baisser la misogynie ou la misandrie, voilà, ça c'est une autre question, hein, puisqu'évidemment il y a la réception des spectateurs derrière. Je sais pas si ça va baisser, est-ce que vraiment le film va, comment dirais-je, c'est soit il y aura une prise de conscience, parce qu'évidemment, hein, là vous montrez vraiment, c'est ce film très frontal qui vous montre les problèmes, etc., en tout cas qui, vraiment, voilà, qui est perturbant, quoi. Donc est-ce que ça va éveiller les consciences ou au contraire amplifier les tensions hommes-femmes, ça je sais pas, mais là on est dans un aspect plus politique, etc. Mais en tout cas voilà, c'est un film qui vous marque, parce que vraiment de casser les codes de genre, moi c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y en a une esthétique qui est vraiment avec des couleurs flashy comme ça, du rose, du truc un peu années 60-70, vous voyez les diners comme ça, où elle a des rencarts, et d'un seul coup ça devient poétique, et puis finalement pas du tout, parce que c'est, voilà, cette fille, elle a, vous voyez dans le trailer, hein, elle a carrément, elle est en infirmière à la fin, en mode Harley Quinn, quoi, je veux dire, c'est vraiment ça, quoi, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez DC Comics, quoi, on est vraiment voilà, dans un film qui joue sur la pop culture, à tel point que même vous aurez aussi des morceaux de pop, genre Britney Spears, ce genre de trucs comme ça, mais remixés, refaits à la sauce un peu creepy, je dirais. Un remix creepy, en fait, de titres pop. Donc c'est quand même... c'est original, c'est culotté, c'est novateur. Moi, je trouve que ce film, quand même, prend des risques. Honnêtement, ce film prend des risques, et je trouve que c'est tout à fait assumé. En fait, moi, ce que je trouve vraiment formidable sur ce film, c'est que je sais pas si on peut parler de délire, parce que c'est vrai que ça souligne des vrais problèmes de société, hein, c'est très profond, mais en tout cas, oui, si je dirais entre guillemets, ce délire est totalement assumé. Vraiment, ça, c'est vraiment le parti pris, en fait, de cette cinéaste, c'est dingue, parce qu'elle va jusqu'au bout de son délire. Le film est une réussite, quoi, vraiment dans son parti pris, dans son intention de réalisation, d'écriture,
Oscar du meilleur scénario original, hein, je tiens à préciser, et c'est tout à fait mérité, parce que la manière d'ailleurs dont c'est raconté, c'est-à-dire la construction du personnage, hein, qui commence comme ça, limite dans une posture christique, dans une boîte de nuit, ivre, et qui finit par elle-même construire son personnage. En fait, c'est un personnage qui passe par plusieurs facettes. Ça, c'est incroyable, parce que Carey Mulligan, vraiment, alors là, pour cette interprétation, elle aussi aurait mérité tout à fait des prix, enfin, je sais pas, Oscar de meilleure actrice ou je ne sais quoi. Parce que ce qui est formidable, c'est justement cette construction, ce fait que ce personnage évolue, il n'est pas linéaire, il n'est pas monotone, il n'est pas... vous voyez, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on passe par plusieurs phases. Hein, ce personnage passe par des phases totalement différentes. À un moment donné, on croit à cette romance, et puis finalement, non, elle revient dans quelque chose de vengeur, etc. Donc, ouais, ce film est déroutant, vous ne savez pas, en fait, à chaque scène, à chaque moment, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et puis en même temps, il y a du gros délire. Alors le casting est fou, parce que tous les rôles secondaires sont quand même assez dingues. Jennifer Coolidge, quand même, c'est la maman de Stifler dans American Pie, quoi, faut le noter quand même. On a également Christopher Mintz-Plasse, voilà, qu'on a vu dans Supergrave, vous voyez, par exemple. Donc c'est assez marrant de voir donc, tous ces acteurs qui ont des personnages très what the fuck comme ça rejoindre cette cause. Et on a Molly Shannon aussi, qui était voilà, dans le Saturday Night Live aussi. Et Alfred Molina, c'est quand même assez dingue. Alors j'ai vu aussi, c'est pas anodin, quand je vous parlais d'Harley Quinn, c'est pas anodin, puisque Margot Robbie aussi fait partie des productrices du film. Donc voilà, c'est donc Carey Mulligan aussi, donc il y a beaucoup d'actrices hein, qui ont cru à ce projet. Voilà, donc vraiment c'est réussi. Et puis aussi Alison Brie, hein, vraiment est très, très douée aussi, Bo Burnham aussi est très bon. Voilà, Connie Britton, etc. Enfin vraiment, Adam Brody, voilà. Donc vraiment tout ce casting vraiment est aux petits oignons. Voilà, donc écoutez, c'est une franche réussite, voilà. C'est un film qui marque, c'est un film dont on reparlera probablement dans quelques années. Je le pense, vraiment, c'est un pari sur l'avenir, mais clairement je pense. Je passe maintenant au troisième film, ADN, de Mai Wen, qui interprète dans son propre film le rôle de Neige. Voilà, donc c'est une jeune femme qui rend régulièrement visite à son grand-père Émir, voilà, qui est en maison de retraite et qui est sur le point de décéder. Voilà, donc il va mourir. La famille va se retrouver autour de l'enterrement, etc. Donc c'est une famille qui va se déchirer autour de cette disparition et qui va mettre en relief des problématiques autour de la nationalité, je dirais ça comme ça, parce que c'est un peu compliqué finalement de résumer un peu ce film. Voilà, donc parce que Émir en fait était algérien, franco-algérien, donc il se pose des questions, est-ce qu'il faut faire tel type de discours, etc. Ça va parler évidemment de la religion, etc. Mais d'un autre côté, c'est curieux parce que voilà, toute la deuxième partie, finalement, ça va être sur Mai Wen qui va vouloir faire un test ADN pour découvrir ses origines, d'où elle remonte, etc., comprendre un peu mieux son identité, d'où elle vient. Bon, c'est très bien pour elle, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, on se sent pas trop concerné, en fait. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que en fait, très vite, vous vous ennuyez parce que malgré la qualité vraiment hein, d'interprétation des acteurs, le naturel, hein, ce naturel et ce cinéma presque vérité qu'arrive à créer Mai Wen dans ses séquences, hein, parce que c'est toujours quasi documentaire la façon dont c'est réalisé, donc c'est très intéressant toujours à ce niveau-là. Donc j'ai envie de dire, l'univers Mai Wen est bien là, hein, il y a tous les codes d'un film de Mai Wen, mais vraiment, vous risquez d'être déçu en fait, je pense, en tout cas moi ça a été mon cas, parce que vraiment c'est un trip narcissique, quasi masturbatoire, hein, pour employer des termes un peu forts, mais c'est ça quoi, vraiment c'est Mai Wen qui se regarde le nombril et qui... en fait, c'est vraiment pas un film qui est fait pour le spectateur, quoi. C'est vraiment Mai Wen qui fait un film comme ça qui lui sert peut-être d'exutoire, je sais pas, on sait pas trop ce qu'elle raconte, finalement ça dit pas grand-chose de l'Algérie d'aujourd'hui, ça dit pas grand-chose non plus, j'en sais rien, de l'islam, de plein de sujets comme ça qu'on pourrait aborder, qui sont pas abordés dans le film. Donc c'est un peu curieux, on est très content qu'elle fasse un test ADN, qu'elle veuille obtenir la nationalité algérienne, voilà, puis ça s'arrête là. Je vais pas vous révéler la fin, mais il n'y a pas de spoil, il n'y a rien du tout, c'est vraiment... ouais, puis c'est très cliché, quoi. C'est vraiment très cliché aussi sur certains aspects, quoi. C'est-à-dire que la figure du père,
voilà, est très dur envers son père, et forcément parce que son père est un peu, on va dire, une personne issue d'un milieu un peu modeste, ou je sais pas, enfin il y a un côté où c'est une personne assez modeste, tout de suite forcément il est d'extrême droite, enfin vous voyez, c'est un peu curieux. Il y a des choses comme ça qui sont un peu clichés, et on comprend pas trop vraiment quel est le message du film en fait. Donc c'est un peu curieux, c'est vraiment curieux comme film, parce que vraiment, ça se demandait de quoi parle le film, quoi. Alors, on comprend que Maïwenn veut faire voilà, montrer des problématiques autour de la guerre d'Algérie, avec voilà, on est à Paris, on voit que, voilà, des Algériens ont été balancés dans la Seine, donc c'est vraiment atroce, hein, évidemment. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes, mais qui sont pas exploitées, quoi. C'est-à-dire, vraiment, là, pour le coup, c'est que des anecdotes. Voilà, je dirais que ce film, en fait, c'est un peu un ramassis d'anecdotes sur « j'ai entendu dire que », comme si Maïwenn, au bout d'un mois de confinement, avait lu des trucs à droite à gauche, avait entendu des machins, et se dire « je vais mettre tout ça dans un film ». Enfin, vous voyez, c'est un peu l'image que ça fait, quoi. C'est un peu curieux, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu fais de tes idées? Et c'est ça que j'ai vraiment... J'ai tiqué, parce que je dis, mince, c'est pas du niveau de Maïwenn, quoi. Maïwenn, justement, elle a vraiment des thématiques sur le couple, elle fait des trucs formidables. Police, vraiment, c'est incroyable comment, justement, ce côté quasi-reportage, quasi-documentaire de son film est génial. Le bal des actrices aussi, l'univers de ces actrices, ces comédiens, voilà, qui cherchent des rôles, qui casquent être comédiens, etc. Et elle a arrivé à faire des espèces de mise en abîme, en fait, des acteurs de film dans le film. Et c'était incroyable. Mais là, j'ai l'impression que voilà, elle avait pas de sujet, en fait. Non mais c'est terrible à dire, mais son sujet, on se demande vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est la famille qui est éclatée? Est-ce que c'est simplement une biographie, on va dire, de Maïwenn? Je sais pas, c'est très curieux. Donc c'est... Et puis même, je veux dire, ce serait pas dérangeant si on était pris par le film. Mais le film ne vous prend pas, ne vous tient pas les mains, c'est des problématiques qui ne vous concernent pas, vous ne vous sentez jamais concerné par ce qui se passe à l'écran, alors si ce n'est peut-être au tout début, parce que la disparition d'un proche, bah on comprend tout ce que c'est terrible, mais vraiment, voilà, ça s'arrête là, quoi. J'ai pas trouvé que c'était... Vraiment, c'est... Ah ouais, elle nous a habitués à tellement mieux, Maïwenn, là, que d'un seul coup, ça... vraiment, ça... Ouais, c'est la grosse déception, quoi. Vraiment, pour moi, c'est une grosse déception. Donc voilà, effectivement, donc je remercie Cinéma Gourmand et Pensée Balagan, hein, de m'avoir mis en garde envers ce film, mais vraiment, c'est vrai, quoi, c'est raté, quoi, c'est vraiment dommage. Voilà, donc déçu par ce Maïwenn. Écoutez, maintenant je passe à 2 recommandations Netflix, et je commence tout de suite avec Oxygène, d'Alexandre Aja. Alors là, pour une fois, une actrice, donc, mais pas mise en scène par une réalisatrice, mais par un réalisateur. Voilà, il y a quand même des petites exceptions, comme je vous le disais en introduction. Pourquoi Netflix? Pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que c'est vrai que voilà, malgré la reprise, du cinéma, il y a quand même des films sur Netflix en ce moment qui ont fait beaucoup parler d'eux, dont Oxygène, voilà, avec Mélanie Laurent, qui reprend totalement, hein, on pourrait dire que c'est quasi plagiat, enfin à peu de choses près, mais disons le concept est totalement repris de Buried, hein. Voilà, donc si vous l'avez vu, voilà, et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, ça vaut quand même le coup d'œil, hein, parce que c'est l'histoire d'une personne qui a été comme ça, enfermée sous terre, voilà, dans un cercueil en bois, comme ça, il se réveille, il sait pas pourquoi. C'est avec Ryan Reynolds, et là c'est un peu la même chose avec Mélanie Laurent, qui se retrouve donc emprisonnée dans un caisson cryogénique, comme ça, qui se réveille, hein, voilà, c'est le côté cocon, hein, il y a la naissance, hein, vraiment, c'est assez bien fait à ce niveau-là. Donc elle se réveille dans ce caisson cryogénique, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, il lui reste 35% d'oxygène, et donc voilà, il y a ce climax, vraiment, hein, toute cette tension autour du fait, hein, c'est le côté survival movie qui fait que va-t-elle s'en sortir ou pas. Donc à ce niveau-là, ça reprend évidemment des codes de genre, hein, du survival movie, et d'un autre côté, ça apporte quelque chose de nouveau, vraiment intéressant dans le film, c'est la quête identitaire, parce que ce personnage ne sait pas qui il est, elle est totalement amnésique en fait, Mélanie Laurent dans le film, et donc elle va essayer d'en apprendre plus sur son passé, avec donc cette voix, hein, interprétée par Mathieu Amalric, hein, c'est vraiment l'écran, comme un système d'exploitation, hein, vous voyez, sur son caisson, elle a des options, etc., qui lui permettent vraiment de faire des recherches sur le net ou autre, comme ça, d'essayer de faire des recherches sur elle. Donc à ce niveau-là, c'est assez bien fait. C'est vrai qu'au début, on ne sait vraiment pas où on est comme elle, hein, on découvre au fur et à mesure, hein, vraiment dans quel univers elle est, et aussi bah, sur son passé, sur son identité. Donc évidemment, je ne révèle rien, parce que là, pour le coup, ce serait un vrai spoil.
Mais moi, j'ai trouvé que globalement, c'était assez bien fait. Alors, à peu de choses près, il y a évidemment quelques écueils de type une séquence, vraiment, hein, ça se joue à rien, mais la séquence avec les souris comme ça, qui sont dans une imagination, pardon, c'est peut-être un peu gros. Le fait aussi que justement, dans des moments cruciaux, en fait, hein, vraiment dans le film, quand elle doit se sortir d'une situation, voilà, tout de suite, elle réappuie sur sa plaie comme ça, comme pour se reconnecter à la vie et essayer de faire ressurgir des éléments de sa mémoire, hein. C'est un peu le côté mémoire dans la peau, vous voyez, avec Matt Damon, hein, c'est-à-dire vraiment le côté amnésique, comment retrouver évidemment son identité. Et là, simplement parfois en appuyant comme ça sur ses plaies, en se faisant des blessures, en se faisant du mal, elle retrouve un peu comme ça donc de la lucidité. C'est peut-être voilà, c'est un peu curieux à ce niveau-là, peut-être, je dirais. Et sinon, juste à la fin, voilà, je trouve qu'on reste un petit peu trop sur les 4% d'oxygène restants. C'est vrai que c'est... Voilà, le film est quasiment hein, en temps réel, mais c'est vrai que les 4%, ça dure un petit peu longtemps. Ça me fait... voilà, mais c'est pas au niveau, je dirais, de Lucie, hein, de Luc Besson, où là, vraiment, qu'elle soit à 2% de ses capacités cérébrales ou à 100%, il n'y a aucune différence, hein. Non, là, la différence, vraiment, c'est que c'est très bien chapitré. Donc voilà, le chapitrage autour de l'oxygène qui diminue au fur et à mesure est assez bien fait globalement. Et voilà, donc je trouve... c'est vrai que j'ai dû voir ce film, hein, je précise 2 fois quand même pour me faire une vraie opinion. Parce que la première fois, je ne savais pas si vraiment c'était... parce que c'est vrai que, voilà, est-ce que c'était vraiment si fin que ça? Est-ce que le fait de mettre les flashbacks, de montrer aussi ce qui va se passer, je n'en dis pas plus, hein, mais le personnage principal, voilà, il va y avoir une issue. Est-ce que valait mieux ne pas la montrer ou la montrer, vous voyez, pour que ça... Ou est-ce qu'il fallait vraiment jamais sortir du caisson, quoi? Est-ce que la caméra aurait dû jamais, au niveau du montage, on serait resté que avec des séquences dans le caisson, comme dans Buried? Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant? C'est vrai que c'est discutable à ce niveau-là. Mais moi, sinon, j'ai été complètement convaincu par le jeu de Mélanie Laurent, hein. C'est vrai qu'on voit beaucoup ce film, en fait, hein. La force du film, c'est surtout Mélanie Laurent, hein, elle porte le film, clairement, hein. Mais il y a quand même... des éléments de mise en scène d'Alexandre Aja qui sont quand même valables. Alexandre Aja, hein, bien sûr, très connu pour Haute Tension, pour le remake de La Colline à des yeux, pardon, Piranha 3D, vous voyez, enfin voilà. Des films de genre, clairement, voilà, horrifiques, hein, qui sont... là, je dirais qu'il est passé à un style un peu plus subtil, c'est le cas de le dire quand même, là vraiment, c'est... En termes de subtilité, on est quand même... on a un peu plus... on a un autre niveau, quoi. Et pour la petite anecdote, donc c'est Noomi Rapace qui devait interpréter le rôle à la base. Et puis, alors au tout début c'était même Anna Thaoué, puis ensuite Noomi Rapace, et Noomi Rapace finalement, alors à cause du Covid, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être une histoire de planning, finalement voilà, s'est retirée du projet, mais est restée quand même en tant que productrice, voilà. Et donc Mélanie Laurent a remplacé Noomi Rapace. Et ouais, c'est assez... c'est assez fou pour l'anecdote, mais sinon, voilà. Au niveau du making-of aussi, vous pouvez retrouver des choses sur le net qui sont très intéressantes. Je trouve que, globalement, ça se tient, quoi. Je veux dire, c'est un bon film Netflix, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit un bon film Netflix, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Je veux dire, vraiment, non, là, il y a... Ouais, je pense on va retenir ce film, quoi. Vraiment, je trouve que c'est mérité. Donc, globalement, ça lance des thématiques intéressantes, vraiment, hein, sur la recherche de soi, qui on est, etc. C'est très intéressant, et puis vous verrez, évidemment, ça c'est peut-être le côté un peu plus opportuniste, mais qui marche très très bien. C'est évidemment le parallèle avec la crise que nous connaissons actuellement, hein, avec le coronavirus, hein. Donc voilà, il y a un petit parallèle, vous verrez. Voilà. Mais écoutez, moi je vous le recommande en tout cas. Bon film de genre, voilà, avec une dimension un peu, bah voilà, science-fiction hein, pour le coup, donc plutôt réussi. Je passe maintenant à La femme à la fenêtre. Alors voilà, je n'ai pas compris, hein, un film de Joe Wright, à qui l'on doit notamment Orgueil et préjugés. Je n'ai pas compris pourquoi tant de haine en fait envers ce film. Voilà, tout simplement parce que soi-disant, Joe Wright aurait la prétention de se la jouer un peu à la Alfred Hitchcock, pardon, et puis finalement ferait un film assez banal. Bah, je suis ouais, loin d'être d'accord, en fait. Non, mais j'assume totalement, je suis loin d'être d'accord avec ce qu'on a tendance à en penser, quoi. Je trouve que, vraiment, non, je trouve que ce film a une identité propre. Alors peut-être que sur le final, évidemment, on retombe peut-être dans des facilités, mais même dans ces facilités-là, vu que tous les enjeux sont bien plantés au début, bah c'est tout à fait jouissif, j'ai envie de dire.
Donc non, non, moi j'ai beaucoup aimé justement donc Amy Adams hein, dans le rôle principal de cette femme justement agoraphobe qui espionne ses voisins tous les jours et qui va voir un drame et justement elle va être témoin d'un drame et elle va vouloir porter plainte etc. Protéger l'enfant qui donc est issu de cette famille parce qu'en fait voilà Gary Oldman hein, qui interprète donc le rôle du mari hein, vraiment qui va assassiner sa femme. Enfin en tout cas c'est comme ça qu'Amy Adams le perçoit dans un premier temps. Et donc voilà, elle va essayer d'élucider le mystère. Alors c'est intéressant parce qu'au niveau des suspects potentiels, on a évidemment donc aussi une personne qui est locataire chez elle. On a donc cet enfant donc, qui est l'enfant donc, de Gary Oldman. Donc voilà, c'est assez fou. Et puis Julianne Moore, qu'on voit au tout début aussi, est géniale dans le rôle parce que justement, vous verrez... est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est pas sa femme? Il y a plein de choses comme ça qui vont être élucidées. Donc voilà, un film comme ça à énigme qui est très efficace, une esthétique très soignée. On a aussi la vision parfois d'Amy Adams comme ça avec un accident dramatique hein, qui est survenu dans sa vie aussi. Et vous voyez donc cette voiture qui apparaît comme ça vraiment dans l'appartement comme ça alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Donc c'est des flashs qu'elle a parfois comme ça. Je trouve ça assez bien fait. Alors on a une esthétique qui est quand même... C'est sûr que les lumières, les couleurs sont très saturées, hein, parce c'est Bruno Delbonnel, hein, c'est celui quand même c'est quasiment le directeur photo attitré de Tim Burton, hein, faut le souligner, depuis Dark Shadows, hein, donc Dark Shadows, Miss Peregrine, et il a collaboré également sur un 3e film, voilà, donc il a fait la plupart... Ah oui, Big Eyes aussi, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc Bruno Delbonnel, voilà, on le connaît. Donc c'est pas très étonnant de voir une esthétique comme ça, très voilà, flashy quoi, hein, et vraiment avec des couleurs comme ça, très pimpantes, hein, c'est un film qui claque, hein. Visuellement c'est claquant, c'est une esthétique, c'est peut-être suresthétisé, peut-être certains trouveront que c'est suresthétisé. Voilà, l'hommage Hitchcock est peut-être un petit peu appuyé, hein, on comprend que c'est du fenêtre sur cour. On voit au tout début du film également en introduction qu'il y a des séquences avec des moments tirés des films de Hitchcock. Bon voilà, peut-être que l'hommage à Hitchcock est peut-être un peu trop appuyé, mais sinon, franchement, globalement, c'est un bon film de genre, et je vois pas pourquoi un bon thriller, je vois pas pourquoi on tape autant sur ce film, quoi. Alors peut-être manque de subtilité, mais vous êtes tenu en haleine, donc franchement, ça fonctionne, quoi. Je sais pas, peut-être que certaines personnes trouvent que ça fait trop série B, et pourtant c'est curieux, parce que vraiment, les acteurs portent le film, Amy Adams c'est génial, Gary Oldman, Julianne Moore, enfin il y a un casting de fou, voilà, c'est d'après un ouvrage, et c'est plutôt réussi, quoi. Alors non, franchement, pour moi, c'est un gros oui, quoi. Voilà, moi, j'ai été pris par cette histoire, donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est qu'on essaye de faire passer donc, le personnage d'Amy Adams hein, pour folle. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que même vous en tant que spectateur, vous ne savez plus voilà, dissocier le vrai du faux. Donc dans cette enquête, en fait, c'est ça qui est excitant en fait, et vraiment c'est très bien rendu. C'est pour ça que je tiens à dire quand même sur Netflix, c'est pour arriver à un niveau de qualité quand même qui égale des grands films de cinéma. C'est vrai que c'est pas toujours le cas, quoi. C'est très inégal dans la programmation, il y a très peu de films qui se démarquent. Alors il y a eu Manque hein, de David Fincher hein, récemment, des films comme ça, ou Malcolm et Marie, voilà, des très bons films. Mais c'est vrai que quand même, bon, voilà, même si c'est pas forcément... Voilà, c'est pas nouveau, je vais pas dire que la femme à la fenêtre est un film qui va vraiment apporter de la nouveauté au cinéma, dans la mise en scène ou quoi que ce soit, je sais pas, mais l'histoire est prenante, c'est bien rendu, il y a quand même un travail, un minimum de mise en scène, et vraiment, moi j'aime beaucoup aussi dans le film de genre quand on exploite au maximum les lieux, et qu'on arrive à cartographier les lieux, c'est-à-dire que vous en tant que spectateur, vous recevez le film, vous êtes là, et puis vous arrivez... En fait, si on vous demandait de faire un croquis de la maison, de l'environnement, des étages, de l'état, vous seriez capable. Et en fait, c'est ça qui est très fort. C'est vraiment d'arriver dans un film de genre, un film d'horreur ou thriller en général, c'est d'arriver vraiment à avoir une cartographie des lieux. Je trouve ça très important, comme l'hôtel Overlook de Shining, vous voyez, enfin voilà. Parce que même au final, le final, voilà, c'est incroyable. Ça va vous confirmer qu'en fait, le film... En fait, Joe Wright pardon, utilise toutes les pièces de la maison, exploite vraiment au maximum ce qu'il peut exploiter au niveau de la scénographie, en fait. Et ça, je trouve ça très fort.
Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, j'ai un grand respect aussi pour des cinéastes justement qui arrivent à vraiment permettre aux spectateurs de connaître toutes les pièces, etc., tout l'enchaînement, l'utilisation des lieux en fait, hein, est vraiment optimisé au maximum. Et je trouve ça vraiment, vraiment efficace, quoi. Et on sent l'agoraphobie d'Amy Adams, il y a une très bonne direction d'acteur, Gary Oldman est très bon aussi. On ne sait pas si c'est un psychopathe ou pas, vous voyez, ça fait du bien de retrouver ces grands acteurs dans des personnages comme ça complexes. Vraiment, pour moi, c'est une réussite. Je ne veux pas dire que c'est... Encore une fois, je ne vais pas crier au chef-d'œuvre, je vais dire c'est un film très efficace. Et pour Netflix, c'est calibré pour Netflix, moi je trouve. Alors je sais qu'à la base, il me semble que le film devait sortir en salle. Est-ce que j'aurais peut-être revu mon jugement si le film était sorti en salle? Probablement. Toujours est-il que, écoutez, sur Netflix, ça passe très bien et je trouve que c'est une belle réussite. Moi, je trouve que le film vaut le coup d'œil. Alors peut-être que parce que le matériau de base, qui est l'ouvrage d'origine, était peut-être déjà très bon, mais on peut très bien se viander, quoi. Une mauvaise direction d'acteur, un mauvais casting, j'en sais rien. Le directeur photo est vraiment formidable, hein. Il a bossé avec Burton, comme je vous le disais, à maintes et maintes reprises. Des films qui ont été globalement salués, donc non, franchement... moi, j'ai été captivé. En tout cas, c'est un film qui vous tient en haleine. La fin ne m'a pas déçu. Alors peut-être sur le personnage du fils, il y a un côté un peu qui peut rappeler certains codes qu'on a vus et revus, genre Scream, etc. C'est-à-dire vraiment, voilà, dans le côté vraiment film de série B très efficace. Alors que toute la première partie du film, on va dire, si on découpait le film en trois, il y aurait les deux premières parties en fait très bien écrites, très subtiles, etc. Puis la dernière un petit peu, oui, plus guignolesque que certains trouveront probablement. Voilà, je fais un petit big up à mon ami Denis, hein, voilà, avec qui j'avais fait un live, justement, on avait vaguement évoqué donc, le film, on avait parlé d'Oxygène et on avait parlé de la femme à la fenêtre. Mais c'est vrai que voilà, je comprends que la dernière demi-heure puisse voilà, agacer certains, évidemment. Mais pour ma part, voilà, je trouve que c'est pas très grave si on retourne dans des facilités à partir du moment où c'est bien exploité, quoi. Et surtout quand les enjeux sont bien plantés. Vous voyez, moi, à partir du moment où les enjeux sont bien plantés au début, milieu du film, et que vous êtes pris, à la fin, le cinéaste peut s'éclater à faire, voilà, à faire tout le délire qu'il veut, s'il veut s'amuser, s'il veut faire des séquences un peu... voilà, retomber dans des codes un peu qu'on connaît, et si ça lui fait plaisir de retomber dans quelque chose qui est un peu plus série B, bah pourquoi pas, il n'y a pas de mal à faire de la série B, quoi. Personnellement, voilà, il y a plein de films de série B que j'aime bien, parfois je trouve qu'on devrait réévaluer certains films de série B, c'est pour vous dire, et puis pourquoi parler de série B toujours, enfin vous voyez. Donc voilà, donc moi globalement, non, je trouve que ce film mérite, en tout cas il mérite pas la haine hein, qu'on lui a donnée, vraiment dans les critiques, que ce soit aux États-Unis ou en France chez nous, vraiment c'est... Waouh! Ah ouais, le massacre, quoi. J'ai été étonné, quoi. Hein. Vraiment des critiques assassines, quoi. Hein. Vraiment, oulala. Et à chaque fois, j'ai l'impression que l'argument, c'est de dire, bah, n'est pas Hitchcock qui veut. Bon, bah d'accord, très bien, mais ça n'empêche pas de faire un bon film, et c'est pas parce que c'est pas... Joe Wright n'est peut-être pas Alfred Hitchcock, mais il a fait un très bon film. Donc globalement, je suis assez satisfait, hein, vraiment, entre la reprise donc, dans les cinémas et également en parallèle sur les plateformes où la programmation s'améliore aussi de son côté. Donc vraiment, ouais, ça fait vraiment plaisir. Alors évidemment, exception avec ADN, hein, grosse déception. Voilà, mais sinon, je vous recommande donc Slalom, Promising Young Woman, Oxygène et La femme à la fenêtre. N'hésitez pas à voir tous ces films en salle et également sur Netflix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas, je fais même des lives avec d'autres passionnés de cinéma. J'en ferai également sur YouTube prochainement, voilà. Mais en attendant, sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, voilà. Je fais également du contenu. Écoutez, voilà, donc en attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!